Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Nous sommes le dimanche 2 mars et nous vous proposons de suivre On en parle à Taïwan dans le programme en ondes courtes qui sera suivi sur le site internet de la musique dominicale avec les 2 émissions, avec bien sûr pour commencer Partie sans orientale où nous verrons comment les instruments traditionnels sont parés au combat, suivi de Sous des cieux amplifiés d'Aurélien Rossamino qui termine son entretien avec Bloody Tyrant, spécialisé dans le métal taïwanais d'inspiration japonaise. Bonne écoute à toutes et à tous. Tout de suite, on en parle à Taïwan. Bonjour à tous, c'est Mégouin. Sasa. Et François-Xavier Boulet. Pour On en parle à Taïwan. Pas en France, mais peut-être en France. Ah, un petit peu en France aussi quand même. Aussi, voilà. Oui. De toute façon, on parle de Taïwan dans le monde entier, donc si on en parle à Taïwan, le reste du monde nous écoute. C'est vrai. Enfin, espérons. Alors, de quoi vous allez parler aujourd'hui ? Alors moi, je vais vous parler de Shakespeare à Taïwan. Waouh. Non, c'est-à-dire la question naître ou ne pas naître. Ah, Voilà, telle est la question. d'accord. Alors moi, je vous parlerai d'une autre question, c'est quand on vient de passer l'équivalent du baccalauréat à Taïwan, comment on choisit son université ? Et puis surtout, pas les perles du bac, mais ce qu'il ne faut pas faire avec le plus gros incident, la Palme d'Or, quoi. Et je vais vous parler d'un sujet que je connais vraiment très très peu, parce que j'avoue que jusqu'à présent, c'était pas quelque chose qui m'a frappé en fait. C'est le problème de sexisme dans les chansons hip-hop à Taïwan. Ah, D'accord. Voilà. waouh, 3 sujets très intéressants. Très différent en tout cas. Alors, Commençons on avec commence par la naissance. Ah oui, c'est vrai. la littérature. Naître ou ne Naître pas ou ne naître, pas telle naître. est la question. Donc vous l'aurez compris, c'est pas vraiment directement à propos de Shakespeare, mais c'est plutôt une question que se sont posées Muriel Couton et Virginie Jortet en lien avec la démographie déclinante à Taïwan. Alors peut-être que ces noms vous disent quelque chose parce qu'on avait déjà interviewé Muriel Couton, c'était en juin dernier. Oui. Pour un premier podcast qu'elle avait réalisé avec Virginie Jortet, qui s'appelle Rock Taïwan, la singularité du Nil. Oui, et par la suite, avec Fix, on a interviewé Les deux, en fait. animatrices pour cette série qui finissait le stade d'enregistrement, en fait. Ah, d'accord, Oui. super. Donc maintenant, on va... le podcast est sorti. Ça y Donc est. c'est né. Voilà, c'est né. C'est né. Et donc, on va vous parler de cette heureuse nouvelle. Oui. Donc, dans cette saison 2 du podcast, Rock Taïwan, naître ou ne pas naître, elles ont décidé de partir du constat que les Taïwanais font de moins en moins d'enfants. Oui. Donc, juste pour replacer un petit peu dans le contexte, je vais donner quelques chiffres pour que ça soit plus parlant peut-être. En fait, en 2024, encore une nouvelle année, parce que c'est pas la seule année, ça fait depuis longtemps, Taïwan a encore vu son taux de natalité baisser. Alors que c'était l'année du dragon, donc traditionnellement plutôt une année où il y a plus de naissances. En tout cas, un pic de naissance, puisque l'année précédente était le tigre. Et du coup, c'est vrai que le tigre étant pas propice aux naissances, le dragon l'est beaucoup plus. Oui, mais malgré cela, il y a eu une baisse des naissances et le nombre des naissances s'est établi à 5,8 naissances pour 1000. Donc, avec environ 135 000 nouveau-nés. Et c'est le niveau le plus faible de l'histoire. C'est sûr. Et donc, bien sûr, il y a des conséquences, le vieillissement accéléré de la population, avec Taïwan qui est entré cette année dans ce qu'on appelle une société super âgée, avec plus de 20% de la population qui a plus de 65 ans. Oui. Et alors, il y a eu aussi récemment un rapport de la Commission du développement national qui dit qu'en 2040, les naissances pourraient passer en dessous de 100 000 par an à Taïwan. Et alors que Taïwan compte aujourd'hui 23 millions d'habitants, la population pourrait passer sous la barre des 20 millions en 2049 et sous la barre des 15 millions en 2070 si la tendance continue. Donc c'est vraiment... voilà. Mais bon, en tout cas, ils n'ont pas compté le nombre de chiens. Oui. Et c'est intéressant que tu donnes ça comme idée parce que je me souviens que Muriel et Virginie avaient partagé que leur idée de départ était venue du fait qu'elles voyaient des poussettes
mais pas avec des enfants dedans, mais des animaux, en se disant, la question de la natalité à Taïwan est en effet se poser par ces poussettes d'animaux domestiques. Et ça résonne beaucoup parce que ma mère est venue cet été me rendre visite à Taïwan. Et quand on voyait un enfant dans une poussette, un bébé dans une poussette, on était étonnés parce qu'on a vu tellement de chiens dans les poussettes. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Donc c'est un choix que certains couples taïwanais font de ne pas avoir d'enfants, mais plutôt de bichonner un chien autant que ça peut être possible. Donc, pour revenir au podcast, il y a 5 épisodes qui sont déjà sortis. Et avant de vous en dire plus, je voulais vous faire écouter le jingle parce que j'adore l'identité sonore de ces podcasts. C'est vraiment sympa. À Taïwan, se reproduire n'est plus une évidence. Le taux de natalité est en chute presque libre. L'île, choisie comme sujet d'observation, nous laisse entrevoir un futur où la population mondiale décroît. En conscience ou totale inconscience? Rock Taïwan, naître ou ne pas naître? Un podcast artisanal où se croisent témoignages et réflexions. Une plongée sonore en 6 épisodes. Et un épilogue. Là, je trouve que c'est intéressant comme tableau sonore qui est brossé sur cette question de la natalité avec les jeux de... On entend notamment le chien derrière qui aboie. On voit aussi qu'il y aura cette dynamique ou cette dialectique derrière. Et il y a une sonnerie de récré, c'est ça, non? Oui, et puis, ou de garderie peut-être, je ne sais pas. Et puis cette question, voilà, c'est en conscience ou pas. On voit que c'est pas une recherche analytique ou un dogme qu'elles vont chercher à faire, mais vraiment enquête sur place, quoi. À travers des témoignages. Ouais. C'est un sujet qui me rend triste dans le sens où... c'était déjà comme ça, c'était un sujet qui, lorsque je faisais l'interview de Muriel et de Virginie, c'était... en même temps, je connais ces jeunes qui veulent plus faire d'enfants, et en même temps, je vois combien la charge sociale sera importante pour les jeunes qui sont aujourd'hui, en fait. Voilà, c'est surtout ça qui m'interpelle, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas que le cas à Taïwan, même si par exemple en France la natalité baisse moins vite, on n'est plus dans le renouvellement des générations, etc. non plus. Donc c'est quand même quelque chose qui est commun aux pays industrialisés, en fait. Donc c'est à la fois un podcast spécifiquement sur Taïwan, mais qui nous appelle à réfléchir plus globalement, je pense, sur la situation, en fait. À Taïwan, c'est aussi un peu différent par rapport à la France, parce que tu parlais de la France, parce qu'on vient... la structure familiale traditionnelle vient d'être dissoute, en fait. Je pense que ça fait une génération à peine. Et du coup, l'aide pour élever un enfant relève entièrement de jeunes couples. Mais je pense que pour la France, c'est pas le même problème qui s'est posé au fur et à mesure, en fait. Peut-être c'était plus lent dans l'évolution. Oui. Et du coup, c'est un des sujets qui est mentionné. Par exemple, auparavant, la garde par les grands-parents, qui se fait de moins en moins parce que, par exemple, ils n'habitent plus forcément dans la même ville que les parents. Puis il y a aussi comment le système de travailleuses migrantes d'Asie du Sud-Est peut être partiellement détournée. Si dans la famille il y a une personne âgée, elle peut aussi s'occuper des bébés, par exemple. La nourrice, sans que ce soit déclaré. Et donc effectivement, elle parle beaucoup de ces évolutions, en fait, de la conception de la famille confucéenne qui évolue avec la modernité. Qu'est-ce que ça signifie le mariage pour une femme taïwanaise, pour un homme, notamment l'aîné de la famille. Et puis aussi les différences entre la ville et la campagne, comment ça se passe aussi chez les autochtones. Voilà, il y a vraiment énormément de sujets. Et puis personnellement, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, parce que j'ai vraiment appris plein de choses, c'est après la naissance, les centres postpartum. Donc ça, c'est vraiment très spécifique à Taïwan et c'est vraiment très intéressant. J'en dirai pas plus parce que je pense que c'est bien d'aller écouter le podcast. Oui, tout à fait. Voilà, on avait fait aussi des reportages sur cela sur RTI pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent de longue date. Ils connaissent peut-être un peu, mais là, c'est vrai que c'est avec un œil différent de 2 étrangères finalement qui vont interviewer différentes
point de vue de Taïwan aussi, donc c'est intéressant, et d'étrangers à Taïwan. Donc il y a des chercheurs, mais pas seulement. Donc il y a vraiment plein de Taïwanais, des Français qui vivent à Taïwan. Donc ça, c'est intéressant, en effet. Voilà, donc on vous mettra le lien sur la page internet de On en parle à Taïwan, si vous voulez écouter ce podcast. Parfait. Je crois qu'elles avaient évoqué, tu as aussi cité le cas des aborigènes, et je crois qu'elles avaient évoqué surtout la joie d'avoir des naissances chez des personnes aborigènes qu'elles ont rencontrées, en fait. Effectivement, après avoir écouté Muriel et Virginie, moi-même, j'ai fait l'expérience de jeunes femmes dans l'est de Taïwan, d'origine autochtone, et c'est vrai que avoir des enfants, c'est une joie familiale. Et j'ai rencontré une jeune maman de 25 ans qui a déjà deux enfants et qui veulent en avoir davantage autant que possible parce que ça fait plaisir. C'est une transmission, en fait. C'est la joie, la vie, la joie. Le dynamisme. En fait, ça me rappelle aussi dans Les joies de l'éco-construction, une fois j'avais vu un documentaire sur une autochtone qui présente la maison en pierre et disait à des Taïwanais plutôt d'origine Han que pour les autochtones, la maison, c'est pour y vivre, c'est pour y habiter. C'est pas un investissement, c'est pour vivre, pour passer la vie, des bons moments. Et en fait, c'est un petit peu ce que j'ai noté aussi par rapport à ce podcast, c'est que pour beaucoup de Taïwanais Han, parfois un enfant, c'est vu comme un investissement, ou alors c'est aussi surtout la question des dépenses qui fait que les gens n'ont pas d'enfants. Mais du coup, quand ils ont un enfant, parfois ils mettent beaucoup la pression dessus pour réussir. Parce que comme ils ont beaucoup investi eux-mêmes, voilà, alors que pour les aborigènes, c'est pas forcément vu de la même manière. Non, c'est vrai que comme ils sont encore très unis, en fait, au sein de unité familiale peut-être, et du coup, c'est des enfants qui grandissent comme cela a été dans le temps pour les Han aussi, en fait. On les met au monde, après ils grandissent tout seuls. Et ils grandissent tout seuls, mais pas seulement tout seuls, ils grandissent aussi au sein du village, en groupe. Donc c'est la famille au sens large, où tout le village est uni, et voilà, le village va prendre en charge l'éducation en fait, des enfants entre eux, entre il y a familles. plus d'entraide. Tout à fait. Un peu comme dans nos villages du 19e siècle, peut-être, en France. Du coup, c'est la question que je me pose aussi, en fait, parce que imaginons, avec les logements sociaux, où on peut se retrouver avec des jeunes couples, est-ce qu'il ne serait pas plus facile de mettre en place un système de centre d'entraide, en fait, pour que les parents ne soient pas seuls à s'occuper des enfants, qu'il y a des coups de main possibles, en fait, entre parents, en fait. En fait, je trouve que c'est très intéressant de faire des logements intergénérationnels, avec des personnes âgées et des jeunes. Parce que le problème, c'est que souvent, même si c'est que des parents, par exemple, ils vont s'entraider, mais quand ils vont devenir vieux, ils vont être tous avoir les problèmes de santé au même moment et ils pourront plus forcément s'entraider. Donc c'est important d'avoir la mixité générationnelle. C'est ce qu'on voit un peu avec ce qu'on appelle la génération sandwich, qui est une pression sociale en plus pour décourager de faire des enfants pour certains aussi. C'est la génération sandwich, en fait, c'est ceux de notre génération, d'une cinquantaine d'années, où on s'occupe à la fois de la génération du dessus et de celle du dessous. Donc de nos propres enfants, mais aussi de nos parents. Qui vieillissent. Et du coup, c'est tellement lourd que ça peut décourager les enfants de voir un système comme ça, en disant je ne vais pas m'occuper de mes parents, de mes grands-parents, et éventuellement des enfants derrière. Et il y en a qui s'occupent de leurs petits-enfants aussi. Et du chien, faut pas oublier. Je rigole. Voilà, le tout dans une société qui s'émancipe de plus en plus et rapidement aussi à Taïwan. Du coup, pour les chiens, c'est une option parce que ça devient moins cher. En fait, effectivement, c'est une question de financement aussi. Voilà. Ok, c'était un sujet passionnant. Comme quoi le choix de ce podcast, du titre du podcast est excellent parce qu'il n'y a pas une réponse toute faite non plus. Non. Tout à fait. Voilà. Alors tu disais... une fois qu'on est né... Et oui, tu disais, une fois qu'on est né, ça peut mettre la pression pour réussir. Et en parlant de réussite, il vient d'y avoir les résultats de l'équivalent, alors je dis l'équivalent avec des pincettes du baccalauréat, parce que le système taïwanais est très différent. Déjà, depuis la petite école, c'est pas des trimestres, mais des semestres. Donc il y a 2 semestres pour chaque année scolaire. Et quand vous êtes en dernière année de lycée, eh bien la dernière année, donc le premier semestre, vous passez déjà les matières principales, non pas du baccalauréat qui vient faire un acquis des connaissances en fait, mais plutôt un examen d'entrée universitaire. Donc ça ne vous donne pas un diplôme et avec ça vous dites j'ai gagné le lycée. Non, c'est un examen qui vous permet
de rentrer à l'université en fonction des notes que vous avez. Donc, en fait, en janvier, les élèves ont passé la première phase d'examen. Voilà, il y a 2 étapes. Et les notes viennent de sortir, en fait. C'est pour ça, c'est dans l'actualité en ce moment à Taïwan. Cette première étape, ce qu'on appelle les notes principales, c'est-à-dire le chinois, littérature chinoise, et les langues chinoises, donc l'équivalent du français en France, par exemple, mathématiques. Il y a aussi l'anglais. Donc ça, c'est les 3 matières grosses principales. Il y a ce qu'on appelle Shehui, c'est une matière qui regroupe les sciences humaines et sociales, mais géographie. C'est plutôt histoire, géographie et instruction civique combinés ensemble. Et puis aussi les sciences. Donc ça, c'est les 6 examens. Alors, j'ai dit 6 et vous allez dire, c'est bizarre, j'en ai entendu que 5, parce que les mathématiques sont distinguées en mathématiques de niveau A ou de niveau B, en fonction qu'on s'oriente plutôt vers une filière littéraire ou scientifique. Voilà. Alors, il y avait cette année 121 181 candidats qui ont participé aux épreuves, mais on peut choisir de ne pas participer à toutes les épreuves, parce que le système de cette première étape fait que, en fonction de la faculté ou de l'orientation d'études que vous voulez faire à l'université, vous n'avez pas besoin de présenter un dossier complet. Donc, on va forcément regarder mathématiques, soit A, soit B, donc soit niveau scientifique, soit niveau littéraire, par exemple. Chinois et anglais, et c'est des épreuves qu'on ne peut pas repasser à la fin de l'année au mois de juillet, donc dans la deuxième étape. Tandis que ce qui est un peu plus optionnel, donc histoire, géographie, instruction civique et sciences, elles sont, je dis optionnelles au sens où on peut les repasser en beaucoup plus détaillé et précis en juillet pour augmenter la note générale pour la deuxième étape universitaire. La première étape consiste au fait qu'avec les notes que vous avez eues, vous pouvez prétendre à 6 choix pour le Parcoursup. Donc vous pouvez donner 6 choix universitaires pour tenter de rentrer dans cette première étape, c'est-à-dire que l'université, sur dossier, et les notes que vous avez eues, va sélectionner peut-être par exemple 40 places qui sont libres pour la filière, disons, philosophie. Au hasard, c'est ce que j'ai fait à l'université. Donc l'Université nationale de Taïwan va peut-être dire, sur notre amphi de 80 places pour l'année prochaine, on en réserve 40 sur dossier des premières notes là, en janvier. Et les 40 autres, ce sera la moyenne générale de la deuxième phase, plus de la première en fait, en fin d'année. Ça veut dire que si vous êtes étudiant en dernière année, en fin d'année scolaire, donc juillet, oui. Donc si vous êtes étudiant lycée. En dernière année de lycée, vous pouvez déjà, dès le premier semestre, faire votre choix. Donc en fonction des notes que vous avez eues. Et si l'université, sur vos 6 choix, il y a peut-être plusieurs universités qui vont dire, tiens, votre dossier nous intéresse, vous êtes retenu pour un entretien, ça ne veut pas dire que vous êtes pris. Parce que les universités vont prendre 2 à 3 étudiants par place pour avoir un entretien. Il peut y avoir un deuxième examen écrit en fonction des universités. C'est le cas des meilleures universités taïwanaises qui font d'abord un test écrit puis un entretien. Et du coup, par exemple, si une faculté de psychologie, si elle a 30 places à pourvoir, elle retiendra 90 étudiants pour un entretien. Et ça se passera entre fin avril et mi-mai. Et donc, les étudiants ne sauront que finalement vers la fin mai s'ils sont pris ou pas dans une université. Un choix qu'ils peuvent dire, bon, finalement, non, je retente ma chance en juillet pour tenter soit une autre faculté, soit une meilleure place ailleurs. C'est possible. En tout cas, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. C'est le parcours du combattant. Sachant qu'il y a un autre choix, en fait, celui qui est purement sur dossier, sans regarder les notes que vous avez eues. Et là, c'est chaque école, donc chaque lycée peut proposer sur dossier les meilleurs étudiants, un par université et à tour de rôle. Donc chaque lycée peut proposer un candidat numéro 1 pour l'Université nationale de Taïwan, puis telle université, puis telle université. Et il y a un deuxième tour. Donc au final, chaque université peut avoir en moyenne 2 candidats proposés chaque lycée peut proposer 2 lycéens par université qui seront uniquement sur dossier. Voilà, cela, c'est vers la mi-mars que le choix est fait. Et du coup, ça évite tout le processus du Parcoursup. Ça évite aussi des frais parce que c'est extrêmement cher, en fait, tous les choix de Parcoursup. Si vous êtes pris par université, c'est entre 1000 et 4000 $ taïwanais les frais d'inscription juste pour la deuxième phase, donc celle de l'entretien, sans être sûr d'être pris. Ah ouais, il faut payer avant d'être sûr d'être pris. Il faut payer parce que ce sont des frais de dossier, des frais d'examen, d'entretien.
Et après, si vous êtes pris, tant mieux. Si vous n'êtes pas pris, rebelote en juillet en repassant toutes les matières optionnelles, sachant que les notes que vous avez eues donc, aux matières principales en janvier, elles sont définitives. Vous ne pouvez pas les repasser. Donc, en ce moment, c'est une ambiance plutôt étrange pour chaque classe des lycéens, en fait, quelle que soit l'école. Parce qu'il y en a qui ont eu une super bonne note. Du coup, ils sont sûrs de passer, même si sans savoir où est-ce qu'ils vont, en fait. Et il y en a d'autres qui hésitent, qui ne savent pas s'il faut continuer à réviser pour repasser un examen. Il y en a qui savent qu'ils sont ratés et qu'il faut tout viser sur le mois de juillet. Oui. Du coup, le niveau et le degré de concentration est différent chez chacun des élèves. C'est très compliqué pour les professeurs. Compliqué pour les professeurs et compliqué pour les étudiants qui doivent encore étudier en fait. Sachant que, et les professeurs le rappellent assez, j'ai un fils qui est dans ce cas-là cette année, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce sujet, pour tout vous avouer. Et les professeurs insistent sur le fait que même si vous êtes sûr d'avoir telle ou telle université, soit sur dossier, soit déjà là aux examens de sélection, il faut continuer de travailler parce que de toute façon, le deuxième semestre vient vous donner votre diplôme de fin d'études de lycée. Et s'ils ratent trop de cours, par exemple, ou qu'ils ratent les examens, ils n'ont pas assez de ce qu'on appelle d'unité de valeur pour valider leurs études de lycée. Et ils sont pris à l'université, puis tu as l'air ballot à la fin de l'année de dire finalement, je n'irai pas à votre université parce que je n'ai pas mon diplôme de lycée. Quoi. Donc ça, c'est éliminatoire aussi. Voilà. Et puis, j'avais envie de conclure avec un petit point, c'est que sur les 121 181 candidats, il y a eu plus de 660 cas de violation des règles qui ont été signalés pendant les épreuves au centre d'examen national. Donc ça me paraît à la fois peu mais énorme parce que les cas de violation, c'est différents niveaux. Et la plupart des cas, donc dans 47% des cas, c'est lié au téléphone portable. Ah, mais du coup, c'est pas interdit carrément les téléphones portables? Normalement, si, en fait, c'est interdit. Et il y en a un qui a vu être éliminé d'office, donc un 0 pointé dans chacune des matières, parce qu'il a même pris en photo les copies, puis mis sur les réseaux sociaux pour partager l'ambiance, disait-il, des examens. C'est un YouTuber. Ce qui est totalement interdit. Et un YouTuber avant l'heure. En fait. Et il y en a, en effet, ils ont oublié de couper leur portable qui a sonné. Il y en a qui ont triché en consultant le portable, la tête presque dans les bras. Enfin, de toute façon, il y a 3 examinateurs par salle. Et voilà pourquoi aussi tous les cas ont été répertoriés. Donc il y en a qui ont perdu des points, il y en a qui ont perdu toute une année. Voilà, donc c'est difficile pour ces jeunes en fait qui cherchent à entrer dans une université. C'est aussi difficile pour les femmes qui sont dans le monde des rip-hop à Taïwan. En fait, tout ce qui s'est passé récemment, c'est que lors d'un match de basketball professionnel, il y a toujours eu des pom-pom girls qui soutiennent des équipes. Et récemment, il y a des pom-pom girls qui ont chanté une chanson lorsque un joueur devait lancer. Tout cela pour perturber le joueur. Ah, oui. Seulement, elles ont choisi une chanson hip-hop qui est très à la mode en ce moment. Mais malheureusement, cette chanson était un peu discriminatoire, entre guillemets, en se moquant des mères célibataires, alors que le joueur qui était visé était un orphelin. Il avait grandi dans un orphelinat. C'était voulu ou c'était maladroit? Enfin, les pom-pom girls ont refusé de reconnaître que c'était voulu. D'accord. Mais l'équipe de basket professionnelle a tout de même présenté des excuses aux joueurs et à la société en disant que cette chanson n'était pas appropriée pour un match de basket. Le problème, c'est que ça ne s'arrêtait pas là, puisqu'il y a des gens qui ont commencé à se douter pourquoi dans les chansons hip-hop en mandarin, enfin en anglais on le sait tous, mais en mandarin il y a toujours des paroles plus ou moins misogynes ou alors la haine envers les femmes et se moquer des femmes, enfin il y a une sorte de violence verbale en fait envers les femmes. Et le problème, c'est que les chanteuses qui ont évoqué ce sujet ont suscité des critiques de la part des internautes, fans ou pas fans de hip-hop. Certains critiquent en disant que c'est la culture d'origine de hip-hop qui se moque un peu de tout le monde et qui peuvent agresser les autres. Et du coup, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a des femmes, des chanteuses hip-hop, ont sorti des chansons. Il y a notamment une chanteuse qui a sorti une chanson qu'elle a créée en une seule journée, tellement elle était furieuse, en employant les mêmes vocabulaires que les hommes,
mais visant les hommes. Et du coup, ça a créé de nouveau un scandale parce que ça choque. Et du coup, certains ont laissé des messages pour dire que ce genre de violence, on n'accepte pas dans le hip-hop. Et du coup, elles se posent des questions, mais pourquoi ça peut être accepté? Ça doit être accepté par des femmes et pas par les autres. Et c'est ce qui s'est passé récemment. Et du coup, en tout cas, ça provoque une réflexion chez le milieu, enfin à Taïwan aussi, chez le milieu des chanteurs et chanteuses de hip-hop, pour savoir si on doit absolument utiliser le genre de vocabulaire discriminatoire ou de haine envers certains pour pouvoir créer une chanson. Voilà. Parce que tu as la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, c'est pas non plus le manque de respect envers l'autre, quoi. Tout à fait. Et c'est pour ça, c'est un événement qui est plutôt intéressant qui se passe en ce moment, parce que tant qu'il y a des discussions, c'est constructif en fait. Normalement, on pourrait arriver. Il faut espérer qu'on peut arriver à quelque chose de mieux en fait, que de plus en plus de personnes sont prêtes à faire des créations différentes sans insulter les autres. Il me semble qu'il y a quelques années, on avait aussi eu, alors je me souviens plus du nom parce que je suis pas très branchée musique contemporaine, mais on avait aussi eu des problèmes avec un chanteur qui était très connu et dont les paroles étaient plutôt misogynes. D'accord. Et il se défendait, etc. Mais voilà, il y avait d'autres personnes qui trouvaient que c'était pas très normal. Bon. Et je disais au début de notre émission que c'était un sujet qui m'a étonnée dans le sens où j'étais pas vraiment au courant de ce qui se passe dans ce monde. Déjà, j'écoute pas vraiment de hip-hop. Et ça m'a étonnée aussi dans le sens où je croyais que c'était né avec quelque chose de rebelle en fait, pour s'opposer à quelque chose de plus standardisé et des différences, des inégalités. Mais que ce genre de paroles existe toujours. Et ça m'a vraiment étonnée en fait, dans le sens, et que les chanteuses qui se lèvent pour en parler, qui créent des chansons différentes, soient critiquées par les autres encore aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui... J'attendais pas en fait. J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'on soit encore à ce niveau en disant que c'est la culture. C'est ça. Ce qui est étonnant de dire, c'est la marque de fabrique du hip-hop, c'est de critiquer ou d'être misogyne. C'est un peu tendancieux comme argument, je trouve. Oui, parce que c'est plutôt C'est vrai qu'il y a un fond de colère, mais contre les inégalités, tout à fait, contre la discrimination justement. Mais voilà. Du coup, on discrimine d'autres personnes. Enfin, c'est un peu bizarre. Oui. Enfin, les chanteuses, certains chanteurs aussi reconnaissent. Enfin, c'est pas une division homme-femme. Bien sûr, il y a des chanteurs qui sont pour éviter des paroles de haine, en fait. Heureusement. Oui. En tout cas, c'est toujours des insultes de la maman, de la femme, ou des choses qui sont qui sont difficiles à écouter en fait, ne serait-ce pour les jeunes. Ça peut être un sujet que Aurélien Rosanino pourrait creuser dans son émission. Je me demande si l'une des chanteuses qui est le White, je pense qu'il a déjà interviewé en fait la personne qui s'appelle White. Je pense qu'il a déjà interviewé sur cela. C'est elle qui se demande si on peut parler autre chose que les testicules ou autre chose dans les chansons et que ça devienne un peu plus normal en fait. Tes paroles Ah oui, c'est arrivé à ce niveau-là. C'est arrivé à ce niveau-là. Ce qui est créé, c'est pas forcément très... Mais bon, espérons que c'est une étape pour passer à une étape suivante. Voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis aujourd'hui pour On en parle à Taïwan. Et n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur notre site internet ou nos réseaux sociaux. Voilà, c'était François-Xavier Boulet et Meguin, ainsi que Sasa pour On en parle à Taïwan. Bye bye.